Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde ? Comment mieux le comprendre ? Que puis-je faire pour l'améliorer ? Que m'est-il permis d'espérer ? La prophétie des abeilles avec Bernard Werber. Recevoir un romancier n'est jamais une chose facile. On est toujours pris entre deux feux. D'un côté, en dire trop sur l'histoire, sur l'intrigue, au risque de spolier le lecteur, ou de spoiler plus exactement le lecteur. D'un autre côté, le risque de se tenir trop éloigné et de poser à l'auteur des questions un peu vagues qui ne sont pas toujours intéressantes sur sa biographie, comment il écrit, ses habitudes, etc. Mais avec vous, Bernard Werber, c'est tout autre chose, parce que votre dernier roman, La prophétie des abeilles, paru aux éditions Albin Michel, c'est un roman qui est si riche, si foisonnant, qui contient autant de facettes que l'œil d'une abeille, d'une certaine façon. On va rentrer dans la spiritualité, dans la science-fiction, dans le polar, dans la biologie, dans la mythologie, un peu comme dans tous vos romans, mais peut-être de façon encore plus intriquée cette fois-ci. Il est tellement multifacette que notre pile-poule d'aujourd'hui y trouvera sans problème de quoi y faire son miel. Bonjour Bernard Werber. Bonjour. Alors Bernard Werber, vous êtes un romancier tellement connu que votre éditeur n'a même pas jugé bon de produire la moindre biographie de vous. Rappelons que vous êtes un écrivain romancier prolifique, extrêmement lu dans le monde entier. Et après le cycle des fourmis, le cycle des anges, le cycle des chats et bien d'autres livres que je laisse aux auditeurs le soin de regarder sur Internet, sur votre site Internet notamment, qui est très bien fait. Maintenant, nous voici plongés dans cette prophétie des abeilles. Alors, en suivant la piste conjointe des Templiers et des abeilles, c'est une épopée symbolique sur le passé, sur le présent et sur l'avenir de l'humanité. Alors, quelques mots peut-être sur l'histoire pour commencer. Votre personnage principal, Bernard Werber, s'appelle René Toledano. Il est prof d'histoire et il réapparaît dans d'autres romans déjà. Ce n'est pas la première occurrence de ce personnage. Et là, il est plongé de façon extrêmement personnelle dans l'histoire par un mécanisme que vous allez nous expliquer, peut-être d'hypnose régressive. Oui, c'est ma machine à remonter le temps. Ça consiste juste à fermer les yeux et à visualiser un couloir avec les portes de ses vies antérieures, de les ouvrir et de se retrouver basculer dans sa vie antérieure. Alors ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais c'est une technique que j'ai déjà expérimentée et c'est une technique que je continue d'utiliser notamment en spectacle. Je fais un spectacle aux Trois Baudets, au théâtre des Trois Baudets, une fois par mois, en général le mercredi du milieu du mois, dans lequel je mets la salle en guidance et je leur propose d'aller voir une de leurs vies antérieures avec une réussite d'à peu près entre 70 et 80%, donc des gens qui racontent ce qu'ils ont vu dans leur vie antérieure. Quand j'ai découvert cette technique, j'ai été moi-même très bluffé, très impressionné. Ça marche pas sur tout le monde. C'est pas un problème de croyance, c'est un problème de lâcher prise. La plupart des gens se demandent, c'est mon imagination, est-ce que je suis en train de rêver ? Voilà, on ne sait pas. Je ne sais, peut-être qu'ils sont aussi imagination, peut-être qu'on est en train de rêver. Ce qui est surprenant, c'est que c'est une technique qui, quand on bascule dans ces vies antérieures, on a beaucoup de détails et des ressentis du corps, ce qui fait que ça s'éloigne un tout petit peu du rêve. Maintenant, je suis moi-même de formation journaliste scientifique, donc je ne pourrais jamais vous jurer que ça marche. Ce que je sais, c'est que sur mes personnages, donc René Toledano notamment et Opal, l'utilisent, et pour eux, ça leur permet de remonter le temps. C'est comme une machine à remonter le temps, mais que dans la tête. Mais sans machine, oui. Il n'y a pas l'altirail qu'il peut y avoir dans la science-fiction, dans notamment le roman d'Herbert George Wells, etc. Vous, c'est par l'hypnose, par le retour sur soi d'une certaine façon, par une certaine intériorité, que l'on retrouve ses vies antérieures.
Il suffit de fermer les yeux et on peut remonter le temps par un mécanisme que d'ailleurs je ne peux même pas expliquer. Je peux juste constater que ça marche sur certaines personnes et que ça ne marche pas sur d'autres. Ouais. Alors ça, c'est vraiment étonnant. Bernard Werber est extrêmement, à la fois magnifique et un peu effrayant de penser qu'on peut avoir ces hypnoses régressives, se retrouver dans des vies antérieures. Et ce qui est très impressionnant dans votre livre, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que vous avez, il y a des images bien sûr, mais il y a aussi une profusion de sensations. C'est-à-dire que vous vous retrouvez à l'époque du Moyen-Âge, enfin, il y a des moments pendant l'Antiquité, il y a des moments au Moyen-Âge, il y a des moments un petit peu à toutes les époques, puis dans le futur aussi. Et à chaque fois, donc, vous faites des sauts, enfin, vous faites faire à votre personnage René Toledano et à tous tous les protagonistes du roman des sauts, des allers-retours dans le présent et dans le futur. Et à chaque fois, on est immergé dans un univers et on croit y être. C'est-à-dire que quand on est dans une bataille de Templiers, on voit le sang gicler, on sent l'odeur de la transpiration. Oui, parce que quand je le pratique, moi j'ai l'impression d'y être. Donc je ne fais que reproduire une sensation. En fait, c'est idéal pour un écrivain de maîtriser ou d'utiliser cet outil. Parce que, en effet, j'ai eu l'impression de visiter des époques, de me retrouver avec des ressentis, comme par exemple le fait que tous les vêtements grattent, d'ailleurs, ou que on n'est jamais propre. Enfin, par exemple, pour l'époque des Templiers, et encore, les Templiers étaient parmi les plus propres de l'époque. Et pour ceux qui prennent notre conversation au milieu, ils vont trouver ça peut-être étrange. Mais aussi le fait que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de bras et pas de jambes, parce qu'à l'époque, la médecine, ça consistait à couper l'endroit où il y a un problème, de peur de la gangrène. Donc, de ce que j'ai eu comme impression, en tout cas en remontant dans mes vies antérieures au Moyen-Âge, j'ai eu ça. Puis il y a une autre chose surprenante, c'est... On ne s'aperçoit pas la chance qu'on a d'avoir de l'eau courante dans les appartements. Ouais. Et quand je me suis trouvé dans ces époques, quand on voulait de l'eau, il faut aller à la fontaine, il faut sortir un seau. C'est assez prise de tête. Alors que de nos jours, avoir de l'eau courante et même de l'eau chaude, c'est extraordinaire. Ouais. Je trouve que notre époque est extraordinaire d'ailleurs, beaucoup plus confortable. Rien que les problèmes de dentisterie, ça s'arrachait à la pince. Il n'y avait pas d'anesthésie. Nos ancêtres avaient beaucoup de courage. C'était pas des chochottes. Hein. Ils géraient puis les batailles, les sièges, la peste, toutes ces choses-là, nos ancêtres quand même, ils ont vécu des trucs vraiment durs. Nous avons une vie plutôt confortable. Enfin, de ce que j'ai eu comme impression en visitant les vies antérieures, c'est qu'ils étaient capables d'encaisser des choses que l'homme moderne ne peut plus encaisser. D'ailleurs, finalement, la crise du Covid est beaucoup plus confortable à vivre que les épidémies de peste, ne serait-ce que parce qu'à l'époque de la peste, on ne savait même pas de quoi il s'agissait. Ouais. Moins de Covid, on peut vous expliquer de quoi il s'agit. Même si tout le monde n'est pas d'accord sur les remèdes et sur les vaccins, on a identifié la source. Toutes les générations ont eu des épidémies. Toutes les générations. Maintenant, nous avons failli être la première génération qui n'avait pas eu ça. Parce que la grosse épidémie, c'était 1919, avec la grippe espagnole, qui a quand même fait beaucoup de morts. Et voilà, toutes ces choses-là, ça m'intéresse parce qu'en fait, je me passionne pour l'histoire. Et au fur et à mesure que je me passionne pour l'histoire, je m'aperçois que les sources sont souvent dirigées par des politiciens, enfin, en gros, les historiens étaient payés par les rois, donc ils racontaient ce qui plaisait aux rois. Donc les sources elles-mêmes ne sont pas forcément exactement ce qui s'est passé. Alors quand on fait des régressions dans la vie antérieure, on voit des choses qui ne sont pas dans les livres d'histoire forcément. Alors justement, Bernard Werber, qu'est-ce que votre personnage, René Toledano, parce que la scène d'ouverture, c'est un peu ce que vous vivez sur le théâtre des Trois Boudets, c'est-à-dire que voilà, il y a un certain nombre de gens que vous accompagnez dans des hypnoses régressives. D'ailleurs, je vais venir à la prochaine parce que j'ai très très envie de visiter le passé, peut-être même plus le futur d'ailleurs. Mais enfin, on va revenir. Alors, que va chercher René Toledano et ses acolytes dans cette régression hypnotique? Alors, en effet, il y a plusieurs péripéties au début, puisqu'on est dans un roman d'action, mais ils vont se connecter, pour aller
pour aller directement au sujet, ils vont se connecter à une vie de Templiers. Et donc, je raconte la prise de Jérusalem en 1099 par les croisés et comment vivaient les croisés dans Jérusalem à cette époque-là et comment est apparu le mouvement de Templiers, parce que c'est apparu en 1100, donc après la prise de Jérusalem par les croisés. Et c'est un mouvement qui avait une caractéristique, c'est qu'au lieu de se référer à Rome et au pape, il se référait à Jérusalem et au temple de Salomon. C'est pour ça qu'on les appelait les chevaliers du Christ et du temple de Salomon. Et puis après, c'est les chevaliers du temple de Salomon, et puis après les chevaliers du temple, et après les Templiers. Mais il y a dans l'initiation des Templiers tout un enseignement qui est connecté notamment à Hiram, qui est l'architecte du temple de Salomon. Et Hiram, visiblement, avait accès à des informations scientifiques, biologiques, qui étaient assez en avance sur son époque. Et je raconte donc l'histoire d'Hiram, le créateur du temple de Salomon. Qui a mal fini d'ailleurs. En l'an 1000 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire le temple de Salomon, par moment, on ne sait pas trop. Donc David a eu l'idée du temple de Salomon. Salomon, son fils, l'a construit. Ça s'est fait en l'an 1000. Et l'architecte s'appelait Hiram. Et il a été prêté par le roi Hiram de Tyr. Le roi avait le même nom. C'est-à-dire, le roi Hiram avait un super architecte qui s'appelait Hiram ben Naphtali, de la tribu des Naphtali. Et c'est lui qui a conçu toute la géométrie, toute la symbolique, tous les matériaux qui étaient dans ce temple, qui à l'époque était le monument le plus complexe et le plus ambitieux de toute la région. Et je dis toute la région parce qu'en Chine et en Amérique du Sud, il y avait aussi des choses qui se faisaient, mais c'était pas avec les mêmes systèmes. Le temple de Salomon est le cœur de l'ésotérisme occidental. D'ailleurs, du temple de Salomon est sorti les Templiers et plus tard est sorti la franc-maçonnerie. Oui. Mais alors, et vous entraînez vos personnages qui visitent à la fois cette région, enfin Jérusalem, à notre époque et à l'époque des Templiers. Et d'ailleurs, à notre époque, sans vouloir dévoiler trop l'histoire, mais il y a un épisode très, très, très cocasse où ils font un peu de l'archéologie sauvage sous l'esplanade des mosquées, ouais. au risque de déclencher dans la région une Xème intifada, non ? Le principe du roman, c'est de mettre ces personnages dans des situations où on se dit « Ouh là là, ils vont pas s'en tirer, et qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas ?» C'est le principe de toutes les aventures. Donc là, j'ai mis mes personnages dans une situation, en effet, où il faut pas aller, et où ils créent des soucis, mais en même temps, ils débloquent des choses, et en même temps... ça fait avancer l'histoire et ça crée une curiosité. Mais il y a en effet une curiosité naturelle de beaucoup d'archéologues sur ce qu'il y a sous l'esplanade des mosquées et ce qu'il y a sous le Kotel. Je crois qu'on a trouvé plusieurs couches de la dizaine de couches de sédimentation, c'est-à-dire il y a des traces de vie de différents strates de Jérusalem c'est un lasagne sous l'esplanade, c'est-à-dire sous l'esplanade et sous le mur, il y a toute l'histoire, couche par couche, de Jérusalem qui montre les différentes époques. Et en effet, pour tout archéologue, c'est un rêve d'aller voir comment... Mais déjà, il y a un musée sous le Kotel, et dans la prolongation du Kotel, où on voit beaucoup de choses, et les archéologues israéliens découvrent... pratiquement tous les ans, on a une grande découverte d'une nouvelle zone de l'époque antique qui est découverte et qui permet de comprendre un peu mieux comment Jérusalem fonctionnait en l'an 1000, en l'an 500, en l'an 0. Alors, vos protagonistes, enfin vos personnages, Bernard Werber, vont visiter, il y a des échos, comme je disais, entre l'époque actuelle et notamment le Moyen-Âge et l'époque des croisades. Donc, ils vont le visiter de deux façons et d'une certaine façon, ils sont toujours en train de jouer. Il y a toujours un système d'écho entre leur expérience personnelle de l'époque
où ils ressentent un certain nombre de choses, et l'expérience personnelle actuelle, où c'est des scientifiques, des historiens, Voilà. etc., où ils rationalisent ce qu'ils ont été chercher comme information. Il y a une espèce de jeu en permanence. Oui, il y a deux histoires parallèles. Il y a deux Ce qui se histoires passe parallèles. maintenant et ce qui se passait en l'an 1100, à l'époque des Templiers. Et les deux sont connectés. Et mon héros, René Toledano, arrive à se connecter à son ancien lui-même par le mode des rêves. Donc il va l'influencer. Son ancien lui-même, ça veut dire c'était celui qu'il était Voilà. à l'époque des croisades. Et C'est-à-dire il va une vie arriver- antérieure, en fait. Voilà, il va arriver à l'influencer pour lui donner envie d'écrire une prophétie qui annonce tout ce que lui sait qui va arriver jusqu'à de nos jours. Donc on est sûr que la prophétie qu'il va écrire est juste. C'est comme si vous retrouviez l'ancien vous-même de l'an 1000 et vous lui dites tout ce qui s'est passé entre-temps, et comme ça il peut avertir tout le monde de ce qui va se passer. Ouais. Et c'est donc en fait dans mon livre, Le Grand Secret des Templiers, ce n'est pas le Graal, mais c'est la prophétie des abeilles, qui est une connaissance en fait du futur pour eux. Voilà. Et un futur qui est d'autant plus juste que c'est notre passé. Donc nous, on sait ce qui s'est passé, on sait comment ça s'est déroulé, on a le nom de tous les protagonistes. Et c'est ça qui m'amusait. C'est en gros un jeu dans le temps entre notre époque et le Moyen-Âge, et comment les deux peuvent s'influencer. Ouais. Et il y a quelque chose de très fascinant aussi dans votre livre, c'est que les gens qui vivent à l'époque du Moyen-Âge et à d'autres époques entendent des voix. Et ils l'interprètent comme on l'interprète à cette époque ou à n'importe quand, en disant « j'entends des voix, c'est l'ange » ou alors « c'est un démon », etc. Et en fait, non. En fait, les voix, ce sont les voix de leur futur, de leur descendance, si on peut dire, qui les guident et qui essayent de leur donner des informations pour essayer de faire changer un peu le cours des choses. Exactement. Bon, on peut se demander si Jeanne d'Arc, quand elle entendait des voix, c'était pas son futur elle-même qui l'influençait. Mais vous savez, dans le passé, nous on connaît les grands prophètes du judaïsme et de la Bible, mais il y a eu beaucoup de prophètes. Et dans toutes les religions. À l'époque des Templiers, il y a eu beaucoup de personnes qui ont dit « nous, on sait ce qui va se passer dans le futur ». Donc là, j'ai considéré que mon personnage, qui s'appelle Salvin de Bienne, donc qui est le nom du personnage du Moyen-Âge, était l'un des prophètes parmi cette masse de prophètes. Et il y en avait beaucoup, notamment à Jérusalem. Ouais. Il y a d'ailleurs, à un moment, j'explique que il y a un prophète qui s'appelle Daniel, qui à peu près en l'an 500 avant Jésus-Christ, a annoncé par la métaphore du géant en pied d'argile l'arrivée du gouvernement. Enfin, donc c'est un géant qui a la tête en or, qui représente le royaume babylonien, les épaules en argent, ce qui représente le royaume perse, le ventre en bronze, ce qui représente le royaume grec, les jambes en fer, qui représentent l'empire romain, et les pieds en argile qui représentent l'arrivée d'un Messie qui va faire s'effondrer tous ces royaumes guerriers. D'où l'expression le colosse au pied d'argile. Colosse au pied d'argile, voilà. Ouais. Et cette prophétie, donc écrite en 500 avant Jésus-Christ, en fait, a influencé énormément les gens, si bien qu'à l'époque de Jésus-Christ, en fait, il y avait plus de 170 personnes qui disaient « Nous sommes le Messie, nous sommes le Messie annoncé par la prophétie de Daniel. » Donc, c'est en quoi une prophétie peut déjà influer les gens. Parce que peut-être qu'il n'y aurait pas eu autant de gens qui se prétendent Messie s'il n'y avait pas eu la prophétie de Daniel qui annonçait ça. Donc il y a un moment, ce qui m'intéressait aussi, c'est à quel moment, parce que quelque chose a été annoncé, ça se produit. À quel moment le fait que des gens disent « moi je sens qu'il va se passer ça », fait que cette chose, on appelle ça des prophéties autoréalisatrices. C'est parce qu'on a annoncé qu'il allait y avoir l'arrivée d'un Messie que le Messie arrive. Ouais. En tout cas, que les gens étaient plus attentifs à ça. Et en tout cas, par la suite, le christianisme a dit, en fait, Daniel, en 500 avant Jésus-Christ, a annoncé l'arrivée de Jésus-Christ en l'an 30. Ouais. Voilà, enfin l'an 0. Puis, mais en se coulant un petit peu dans votre vision des choses et dans la vision du monde, on peut avoir, par exemple, des choses qui sont plus proches de nous, comme, je sais pas, le général de Gaulle en 40. On peut penser que quelque part, si on se laisse un petit peu aller, on a le droit de se laisser aller avec vous, puisque vous êtes romancier, alors ouais, on va pas s'en priver. On va pas s'en priver. Et on a l'impression que peut-être que c'était des gens, sans le dire, ou sans même s'en rendre compte, avaient peut-être une certaine vision du futur. C'était pas uniquement un vieux auprès, c'était quelque chose qui leur apparaissait. Oui. Ça va peut-être un peu loin.
C'est pas ça. On ne pourra jamais le savoir. Mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont eu des intuitions fortes et qui ont permis de changer le cours de l'histoire, comme Général de Gaulle, ce que vous dites, ça peut être l'influence de leur futur eux-mêmes qui les connecté. Mais moi, j'aime bien cette idée que l'esprit a beaucoup plus de pouvoir qu'on le croit, par la méditation, juste en fermant les yeux, par la prise de conscience qu'on peut faire des choses extraordinaires, eh bien, on peut basculer dans cette magie, c'est-à-dire cette magie devient réelle. Tel que c'est mis dans la prophétie des abeilles, en tout cas, j'explique le mécanisme de l'hypnose, j'explique le mécanisme aussi de la métampsychose, c'est-à-dire cette croyance que une fois qu'on meurt, il peut y avoir la réincarnation. Voilà. Et j'essaie de positionner, c'est-à-dire, c'est pas juste un délire. C'est-à-dire, j'essaie d'expliquer comment ça fonctionne dans le cerveau. J'essaie de remettre ça en parallèle avec l'histoire, et puis avec des exemples précis de personnes qui ont fait des choses précises. Il y a un autre personnage que j'évoque, d'ailleurs, c'est Nostradamus. Nostradamus, qui était d'ailleurs d'origine juive, son père était juif converti, mais il était juif quand même, et lui-même faisait référence à un enseignement qui lui permettait de voir le futur, qu'il avait reçu d'Égypte, et c'était un rituel de type égyptien, et Nostradamus fait encore rêver de nos jours. Ouais. C'est la référence. Mais Nostradamus, donc, c'est l'an 1500. Là, on est beaucoup plus tard. Oui, mais il y a toute une tradition, il y a quand même toute une lignée que vous expliquez, parce qu'il y a, comme dans vos autres romans, ce que vous appelez des encyclopédies. Voilà, oui, une encyclopédie, c'est-à-dire que vous expliquez à chaque stade des périodes. Donc, je donne des faits historiques qui permettent d'expliquer pourquoi j'ai choisi ça. Voilà, c'est des références historiques. Et là, c'est vrai que l'histoire juive est extrêmement présente dans ce livre. Parce que ça se passe à Jérusalem, et parce que et le temple de Salomon est le cœur de l'intrigue. C'est qu'est-ce qu'il y avait dans le temple de Salomon, pourquoi s'est créé des groupes ésotériques qui font référence au temple de Salomon, pourquoi c'est au cœur d'une certaine forme de science moderne. Faut voir une chose, c'est que les Templiers se référant au temple de Salomon avaient accès à une médecine beaucoup plus moderne, à des connaissances de chimie, des connaissances de géométrie, des connaissances d'architecture. Ils étaient vraiment en avance. Et ils ont inventé, par exemple, les Templiers ont inventé le chèque. Parce que ils avaient un système où le pèlerin qui voulait partir à Jérusalem donnait son argent à Paris, par exemple. Là, on lui donnait un papier qui certifiait qu'il allait donner l'argent. Et s'il se faisait attaquer sur le chemin, du coup, on lui prenait rien. Il voyageait avec rien dans les poches, quoi. Voilà, c'est les tickets American Express, là, voyez, c'est un peu ça. Et quand il arrivait à Jérusalem, il montrait... C'est la lettre de change. La lettre de change. Voilà. Et c'est parce qu'ils avaient inventé aussi une finance moderne que les Templiers étant riches ont fini par rendre le roi Philippe le Bel jaloux au point où il les a fait arrêter et tuer. Mais il y a dans leur histoire quelque chose de sublime et de tragique que j'essaie d'évoquer dans la prophétie des abeilles. C'est que visiblement, c'était des gens qui ont créé la jalousie parce qu'ils détenaient des informations et une sagesse et une science que n'avaient pas leurs contemporains. Alors, vos Templiers, ceux que vous avez rencontrés à cette époque, sont assez proches, effectivement, des Juifs. Et il y a une espèce d'osmose intellectuelle et il y a une transmission qui se passe par les Templiers. Alors, il faut voir une chose. Les croisés, quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont eu plutôt tendance à tuer beaucoup de Juifs parce que pour eux, c'était des infidèles. Et il y a des groupes de croisés, notamment Raymond de Toulouse, qui ont pris la défense des Juifs. Et ça s'est passé en 1099. Et après, quand sont arrivés les Templiers, ils avaient une bonne connexion avec les Juifs, précisément parce qu'ils étaient installés à Jérusalem, qu'ils parlaient hébreu. Et aussi, il semble... j'ai retrouvé plusieurs autres sources, plusieurs sources différentes. Il semble qu'ils aient creusé, c'est-à-dire les Templiers étaient installés sur ce qui est actuellement la mosquée d'Al-Aqsa, c'est-à-dire sur l'esplanade des mosquées, qui était l'emplacement du temple de Salomon. Et donc ils vivaient dans les vestiges du temple de Salomon, et ils ont creusé en dessous, et ils ont fait des découvertes archéologiques à leur époque, donc en 1100,
qui n'ont jamais communiqué. En tout cas, on ne sait pas ce qu'ils ont découvert, mais ils ont beaucoup creusé à cet endroit de Jérusalem. Et c'est pour ça que mes personnages creusent aussi et qu'ils découvrent des choses extraordinaires. Prophétie, on ne va pas encore raconter trop, mais c'est là qu'on fait la connexion avec cette prophétie des abeilles. Voilà, et puis il y a l'élément abeille. Sur le coup, c'était juste une intuition, mais rappelez-vous que quand Moïse est arrivé sur le mont Nebo, on lui a dit c'est le pays du miel et du lait. Donc le miel, c'est les abeilles. Israël était défini par sa capacité à avoir des abeilles butineuses qui produisaient cet aliment merveilleux. Et à partir de là, j'ai essayé de voir qu'est-ce qu'il y avait comme sagesse chez les abeilles en dehors du miel. Et j'ai trouvé qu'il y a eu une sorte de fascination des plus grands philosophes et des plus grands penseurs par rapport aux abeilles, notamment Aristote, dont tout l'enseignement était basé sur l'observation des ruches. Mais par la suite, même dans les autres pays comme en Asie, en Afrique ou en Amérique, on découvre des enseignements liés à l'observation des abeilles. C'est-à-dire qu'on ne fait pas juste que prendre leur nourriture, on a compris que leur mode de fonctionnement en ville et avec leur système de fabrication de propolis, de gelée royale, de cire, il y avait quelque chose de magique puisque l'homme ne sait pas fabriquer du miel, l'homme ne sait pas fabriquer du propolis ou de la gelée royale. Toutes ces connaissances sont vraiment des connaissances ésotérique jusqu'au contemporain, parce que même Bergson est fasciné par les abeilles. Il y a une espèce de symbolique derrière ces abeilles. En France, c'est les Mérovingiens qui ont pris comme symbole les abeilles, et après ça a été repris par Napoléon qui voulait se référer au roi mérovingien. Ouais. Oui, toujours la lignée... oui, pour légitimer, mais les Mérovingiens, ils ont pris l'abeille parce qu'ils se considéraient comme descendants du roi Salomon. Ouais. Mais j'ai découvert aussi l'histoire du judaïsme, en fait. Je veux vous dire, parce que je profite que je suis là, je ne connaissais pas si bien. On connaît Saül, on connaît David, et on connaît Salomon. En gros, c'est les vedettes. Mais après, il commence à être un peu plus flou. Et là, je découvre que justement, parce que la fabrication du temple Salomon a coûté très cher, ils ont augmenté les impôts, enfin Salomon a augmenté les impôts, et il a promis qu'après la construction du temple, il rebaisserait les impôts. Et il l'a pas fait, mais il a dit... promesse des politiques. Il a dit, mais surtout il a une administration trop lourde, et il a demandé à son fils, il a dit, écoute, moi j'ai pas pu tenir la promesse auprès des 12 tribus, donc fais-le toi. Et le fils, je sais plus si c'est Roboam ou Jéroboam, je les confonds toujours tous les deux, a essayé de voir comment il pourrait baisser les impôts, il n'y est pas arrivé. Et du coup, il y a 10 tribus qui se sont séparées, et il y avait au nord le royaume d'Israël et au sud le royaume de Judée. C'est pour ça que Jésus-Christ apparaît dans le royaume de Judée, et le royaume d'Israël, c'est au nord. Et à ce moment-là, cette division entre le nord et le sud, donc il y avait 2 États, a affaibli le pays, qui s'est retrouvé ensuite envahi par les Babyloniens. Mais cette étape des 2 rois, parce en fait, le royaume d'Israël a pris l'un des frères. Donc il y avait Roboam et Jéroboam. Je les confonds tous les deux. Je sais que c'est comme les bouteilles de champagne ou de pinard, mais c'est Roboam et Jéroboam. Et il y en a un qui était au nord, l'autre qui était au sud. Et les deux ne s'entendaient pas, quoi. Et c'est les Babyloniens qui ont profité de cette division. Et donc à partir de là, il y a eu l'exil à Babylone. L'exil à Babylone qui a donné Daniel, qui était un des princes exilés. Vous décrivez longuement tous les exils, etc. Oui. L'origine de la diaspora. Oui, parce qu'on apprend les fêtes, on apprend Esther, on apprend Hanouka, toutes ces choses-là, mais on ne sait pas le situer. Donc j'ai déjà commencé à tout remettre dans l'ordre. Moïse, c'est 1300 avant Jésus-Christ. Le temple de Salomon, et donc par Salomon, c'est 1000 avant Jésus-Christ. Le Daniel, c'est 500 avant Jésus-Christ. Et après la construction, après ils vont revenir à Jérusalem. Ça va se faire à peu près à 300 avant Jésus-Christ. Et voilà, on resitue un peu mieux tout ce qui se passe. Après, il va y avoir la destruction du temple une première fois en 70 et une deuxième fois en an 120 après Jésus-Christ. Voilà. Et ces choses-là, une fois qu'on sait ça, on comprend mieux le principe de diaspora et de tout ce qui s'est passé. Voilà. Alors, je voudrais revenir un instant sur cette affaire des Templiers, parce que là, c'est extrêmement détaillé, on apprend énormément de choses, ça replace en tout cas toute l'épopée des Templiers, et on vit ça comme
il y a un côté épique, une grande épopée, parce qu'il arrive plein de choses à vos personnages, etc. On a l'impression de lire du Alexandre Dumas, en fait. Moi, ce qui m'amuse, c'est faire un grand film. C'est ça que j'ai eu l'impression. J'avais lu l'impression de dire le Vicomte de Bragelonne. Enfin, il y a un côté comme ça épique, foisonnant, qui est. Et alors, ces Templiers, ils sont assez amis. Enfin, c'est un peu des défenseurs d'une certaine connaissance, d'une certaine vision de l'homme, d'une certaine spiritualité. Ce qui leur arrive est totalement injuste. Enfin, l'histoire n'est pas forcément juste. Par contre, les Teutoniques sont pas très sympas, hein, par contre. Les chevaliers teutoniques. Il y avait 3 ordres. Le premier ordre, c'est Gérard de l'Hospitalier qui l'a construit. Donc, ça a été fait pareil à Jérusalem, mais en se référant donc à Rome. Le deuxième ordre, c'est les Templiers. Ça a été construit à Jérusalem, mais ça a dû se faire pratiquement une année après les Hospitaliers. Et le troisième ordre, c'est les Teutoniques qui, eux, sont apparus à Saint-Jean-d'Acre au moment de la débâcle, quand les croisés avaient perdu, étaient en train d'être mis hors d'Israël par Saladin. Et les Teutoniques, c'était vraiment les chevaliers de Germanie. Alors, je suis allé regarder, je me disais, ça ferait des parfaits méchants qui vont donner le nazisme, l'ordre des Teutoniques, surtout que sur les avions de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, la croix noire avec les tirets blancs, c'est le symbole des Teutoniques. Et en fait, durant la Deuxième Guerre mondiale, les Teutoniques ont plutôt tenu contre Hitler, et ils ont été protecteurs des Juifs. Oui, c'est ça qui est formidable dans votre livre, c'est que on pourrait se dire il y a des grosses ficelles, effectivement, les chevaliers teutoniques, ça va être les méchants, les nazis, etc. Mais il y a votre rigueur historique qui vous oblige à dire regardez les faits. C'est vrai que pendant la guerre, les Teutoniques ont caché les Juifs. C'est vrai que pendant la guerre, les Teutoniques étaient plutôt contre le nazisme. Oui, en tout cas, Hitler a considéré qu'il ne pouvait pas compter sur eux, et il a fait arrêter leur chef de l'époque. Mais oui, tout ça mérite d'être... le système n'est pas blanc-noir. Et d'ailleurs, l'échec des croisés en Israël est dû à la trahison du grand maître des Templiers, un des grands maîtres des Templiers qui a été acheté par Saladin et qui a fait tout foirer la bataille de Atline, non comme ça. Atlite. C'est ça, voilà. Et donc, il y avait aussi des salauds chez les Templiers, il y avait des gens bien chez les Teutoniques. Mais par rapport à mon histoire, mon personnage bascule un peu partout. Surtout que mon personnage, il se réincarne. C'est-à-dire que quand il meurt, il apparaît un nouveau lui-même qui est juste qu'il n'y a pas la mémoire de sa vie précédente. Voilà, c'est ça qu'il continue à évoluer dans l'histoire et à transmettre un petit peu cette tradition. Et quel est son rôle en fait ? Il essaye de changer l'histoire pour l'améliorer. Qu'est-ce qui l'anime ? Alors déjà, dans le roman, ce qui l'anime, c'est de savoir la suite de la prophétie d'Isabelle, parce qu'il y a un mystère dans le livre, c'est qu'il y a une partie, la dernière partie de la prophétie, qui parle non plus du passé par rapport à notre époque, mais du futur par rapport à notre époque. Et ça, c'est un mystère, il essaie de comprendre comment ça se fait. Alors que c'est lui qui a dicté le texte, il y a un chapitre en plus qui parle de choses qu'il ne connaît pas. Donc il veut retrouver la prophétie des abeilles, surtout que ce chapitre en plus indique comment, par rapport aux problèmes du futur, on pourrait trouver une solution. Et cette solution est liée aux abeilles. Et c'est pour ça que tout se connecte progressivement. Mais ce qui l'anime, c'est comme Indiana Jones, c'est connaître la vérité et comprendre où se trouve le trésor, si ce n'est que c'est pas un trésor avec de l'or ou avec des pièces, c'est un trésor qui est une information, comment sauver l'humanité par rapport à tous les défis qui apparaissent de nos jours. Oui, voilà, parce qu'effectivement, un des ressorts importants aussi du roman, c'est le fait que les abeilles sont très proches, symbolisent d'une certaine façon la vie de l'humanité, et que les abeilles, lorsque les abeilles sont en danger, ce qui est le cas actuellement, c'est toute l'humanité qui est menacée. D'ailleurs, il y a une citation, c'est Einstein qui fait cette citation au début en disant lorsque les abeilles auront disparu,
l'humanité n'aura plus que 2 ans à vivre. 4 ans. Ça et donc, effectivement, la clé se trouve quelque part dans la survie des abeilles. C'est pour ça que vous venez jusqu'à maintenant. Donc, ces abeilles, en fin de compte, quelque part, qu'est-ce qu'elles font? Quel est leur rôle? Alors d'abord, il faut voir que les abeilles ont toujours fasciné l'homme. J'ai suivi l'homme, mais non, c'est l'homme elle pourrait vivre sans nous. Hein. Par contre, nous, est-ce qu'on peut vivre sans elles? C'est l'une des questions aussi du roman. Les abeilles ont fourni déjà le goût sucré. On va dire les premiers desserts, les premières douceurs en bouche, c'était celles issues du pillage des ruches, ou en tout cas la récupération du miel dans les ruches. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai découvert, après avoir écrit le livre, que la première ruche domestiquée par l'homme est en Israël, a été découverte en Israël, dans une vallée du Nord, et c'est une ruche organisée. On voit bien que ce n'est plus une ruche sauvage. Et c'est vraiment en Israël que se passe vraiment beaucoup de choses, que ce soit au niveau agriculture, au niveau élevage. Et donc là, je ne savais pas même au niveau métallurgie ou des choses comme ça. Vous aviez interviewé Nissim Amzalag, qui lui pense que la métallurgie est apparue dans le mont Sinaï, et c'est passionnant. Oui, qui est venu à ce micro il y a quelques semaines. Moi, j'adore l'écouter parce que quand il parle des premiers forgerons, c'est extraordinaire dans le mont Sinaï. Fin de parenthèse. Mais en tout cas, les abeilles ont apporté à l'homme donc déjà le miel. Par exemple, ils ont apporté autre chose qu'on oublie souvent, c'est la cire. La cire servait de colle. Donc tout ce qui est fabrication de certaines armes, notamment les flèches, ou fixation de certaines pointes, ou collage, donc pour tout, on utilisait la cire des abeilles. Ça servait aussi de médicament. En Égypte antique, on utilisait le miel pour nettoyer les plaies et pour désinfecter les plaies, et aussi contre la constipation et les problèmes de digestion. C'est écrit, on a retrouvé des textes, et il y a une pharmacopée qui a été utilisée à l'époque des rois hébreux autour du miel, qui est assez importante. Le miel est quand même un aliment parfait dans la mesure où il ne pourrit pas. Et c'est un aliment dans lequel il y a énormément d'énergie. Si on mange du miel, avec la puissance de ce sucre, on est plus fort. Ouais. Alors, justement, ces abeilles, actuellement, elles sont en danger, puisque je crois que la population des abeilles en Europe a diminué de 50%, je crois, ces 20 ou 30 dernières années. Je ne sais plus exactement les chiffres. À cause des pesticides. À cause des pesticides. À cause du véron, qui est un acarien qui vient de Chine et qui tue les ruches, et surtout à cause des frelons asiatiques qui viennent eux aussi de Chine et qui massacrent les ruches depuis 2004. Oui, parce que les abeilles sont trop gentilles, elles n'arrivent plus à se... Elles ont été sélectionnées pour ne pas embêter les apiculteurs, donc on a sélectionné les abeilles les plus pacifiques, et le résultat, elles savent plus se défendre quand elles sont attaquées par les frelons asiatiques, qui sont 5 fois plus gros, et qui maîtrisent le vol géostationnaire, c'est-à-dire qu'ils arrivent à rester immobiles, alors que l'abeille est tout le temps en mouvement, et donc ils interceptent facilement. J'ai pu voir une attaque de frelons asiatiques sur une ruche, et les abeilles ne savent pas du tout se défendre. Ouais. Oui, ça c'est... Et donc on vit une période, on est un peu à la croisée des chemins, d'une certaine façon. Il faut... parce que la perte des... D'abord, on ne peut pas imaginer un monde sans abeilles, parce qu'il n'y aura plus de pollinisation, il y aura plus de... Entre 70 et 80% de pollinisation des arbres fruitiers et des légumes. Donc, en effet, elles sont à la source de notre alimentation, et on ne peut pas les remplacer... actuellement, on ne sait pas les remplacer par des pollinisation à la main, ni par des pollinisations par des robots. Ça, c'est très long et très compliqué. Une ruche fait un énorme travail qui n'est pas copiable par l'homme. Alors donc, et ces abeilles, et vous proposez une solution, on ne va pas la dévoiler, évidemment, dans votre roman, pour sauver les abeilles, d'une certaine façon aussi sauver l'humanité, mais de façon plus
précise et plus, je dirais, plus scientifique actuellement, puisqu'on sent bien que là, c'est un sujet qui vous passionne aussi. Est-ce qu'on a des chances de les sauver, les abeilles, ou est-ce qu'elles sont vraiment très mal en point Les chances de les sauver, ça consisterait à renoncer aux insecticides, et notamment ce qu'on appelle les néonicotinoïdes. Ouais. Et là, ça on les a réétablis récemment. Voilà, on devait le faire. Et les betteraviers ont dit qu'ils n'arrivaient pas à se débarrasser des pucerons. Donc c'est un peu le lobby des betteraviers du nord de la France qui ont empêché de renoncer aux néonicotinoïdes. Et résultat, cet insecticide tue sans différenciation les pucerons et les abeilles. Parce que, et d'ailleurs, ça va tuer aussi les fourmis. Mais ces pesticides, c'est pas uniquement en France. Ça ne sert à rien si on les interdit uniquement en France. Il faudra que ce soit totalement interdit à la surface de la Terre. Ça, on a réussi quand même. Déjà, en France, c'est pas mal. Et si c'est en Europe, c'est pas mal aussi. Et après, on verra. Mais pour l'instant, c'est vrai que le rendement agricole est la préoccupation numéro 1. Et les abeilles nous semblent... le sort des abeilles nous semble accessoire. Semble à nos politiciens accessoire. Ouais. C'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, pour dire que c'est peut-être pas si accessoire que ça. Non, c'est pas du tout. Quand on lit le livre, c'est absolument pas du tout accessoire. D'ailleurs, là, ça fait froid dans le dos d'une certaine façon. De voir ça. Mais et par rapport, finalement aux pesticides, la solution technique, elle sera simple, c'est d'arrêter d'utiliser les pesticides. Par contre, sur les frelons asiatiques, on n'est plus démunis. Quand même, parce que ces frelons, moi, je me suis retrouvé arrivés, s'ils sont plus forts. Je me suis retrouvé à essayer de protéger une ruche contre une attaque de frelons asiatiques. Je dois avouer, on utilise des raquettes. C'est un apiculteur qui m'a montré ça. Vous donnez un coup de raquette au frelon, il revient. Il encaisse le coup déjà, donc ça veut dire qu'ils sont très solides. Ouais. Et il revient. Et puis le frelon asiatique a un dard qu'il ne perd pas, contrairement à l'abeille. L'abeille, quand elle vous pique, elle meurt. Parce que son dard reste planté dans votre peau et ça lui arrache tout l'intérieur. Et le frelon, lui, quand il vous pique, d'abord, il vous met une dose de venin beaucoup plus important et beaucoup plus toxique. Et deux, il ne perd pas du tout son dard. Et donc la lutte contre le frelon asiatique va être vraiment difficile. Souvent, les nids de frelons asiatiques sont perchés très haut dans les arbres. Donc, il faut utiliser soit des drones, soit des pompiers qui utilisent des longues échelles. Le temps qu'on arrive là-haut, la reine est déjà partie pour aller créer une nouvelle colonie ailleurs. Ouais, c'est ça. Et le fait qu'il y ait du réchauffement climatique, normalement, en hiver, les nids de frelons asiatiques devraient dépérir. Mais maintenant, le fait qu'on a des hivers particulièrement doux fait que tous les frelons asiatiques survivent à l'hiver et sont opérationnels pour le printemps et en plus essaiment, c'est-à-dire que au lieu que ces nids disparaissent, ils augmentent et ils ne se réduisent jamais. Ouais. Et est-ce que nos avatars futurs, nos futurs, nous avertissent, nous donnent actuellement des codes, nous donnent des choses qui nous permettent d'empêcher... peut-être que si j'ai écrit ce livre, c'est mon moi futur qui m'a influencé. Et si vous m'invitez, c'est que c'est votre vous futur qui vous a dit invite-le pour qu'il répande les informations sur les abeilles. Ouais. Je ne sais pas. Vous savez, il y a des informations qu'on reçoit de manière consciente et d'autres inconscientes. Quand j'écris un bouquin, moi, je me laisse emporter par une intuition sur le moment. Je ne sais pas d'où elle me vient, l'intuition. Ouais. Donc, on peut imaginer, si c'est comme dans mon livre, que c'est quelque chose qui me donne ces infos. Ou quelqu'un à l'extérieur, sous une forme autre, qui me donne l'information. Ouais. S'il m'entend, je le remercie. Oui, mais d'ailleurs, quand on vous lit, on ne peut pas trancher. Et on n'a pas à le faire, d'ailleurs. Il y aura toujours une part de mystère. On n'a pas à trancher pour savoir si c'est vraiment de l'information qui vous vient de quelque part ou si c'est véritablement... J'essaie d'être cohérent. Donc, c'est-à-dire que je crois que c'est le lecteur par rapport à sa propre intuition qui va juger ça a l'air probable, ça a l'air vraisemblable ou c'est juste du roman et c'est un peu délirant. C'est chacun selon ses convictions, selon... Chacun met le curseur, en fait, voilà. Là où il veut.
en fonction de son degré de rationalité. Quand je fais le spectacle, je dis qui c'est qui croit à la réincarnation. Il y en a qui lèvent la main, qui c'est qui n'y croit pas. Il y en a d'autres qui lèvent la main, qui c'est qui se pose des questions mais qui n'est pas encore fixé. Il y en a encore qui lèvent la main. Alors je dis voilà, je respecte toutes les positions. Moi-même, c'est pas, je suis pas dans la croyance, je suis dans l'intuition. Ça dépend des jours. Des fois j'y crois, des fois j'y crois pas. En tout cas, ça me sert de matière première pour écrire mes livres. Moi, je suis pour le respect des modes de pensée différents. Et puis, chacun, selon son niveau d'évolution spirituelle, se retrouve à un endroit. Pourquoi tout le monde, on avancerait en même temps pour arriver aux mêmes convictions? Voilà, donc je respecte le cheminement de chacun. Est-ce que, selon vous, Bernard Werber, le futur est écrit déjà? C'est vraiment la question que je me pose. Si je regarde ma propre vie, elle est beaucoup mieux que ce que j'espérais. Donc j'ai l'impression que quelqu'un l'a écrit avant qu'elle se fasse. C'est comme si c'était inscrit que je devienne écrivain. Parce que d'abord, je me suis mis à écrire très tôt, vers 8 ans, et je ne savais pas pourquoi j'écrivais. Et maintenant, je le sais. Et tout ce que j'ai fait a participé à m'amener dans cette voie-là. Est apparu les bonnes personnes au bon moment, même le bon éditeur au bon moment. Tout a fonctionné presque malgré moi, ou sans moi, où mon seul mérite a été de me laisser porter par le courant, comme un bouchon qui est porté par la rivière. Donc quand je regarde, la seule chose que je connais bien, c'est ma propre vie, j'ai l'impression qu'elle a été souhaitée, en tout cas. Si elle n'a pas été écrite, parce que je garde mon libre arbitre, je peux faire une connerie, même si tout me dit de ne pas la faire. J'ai l'impression que ma vie, il y a une sorte d'autoroute qui a été tracée. Mon seul mérite est de m'être mis sur cette autoroute, de ne pas avoir arrêté, de ne pas avoir pris une départementale et de ne pas avoir fait demi-tour. Mais alors, la question qu'on a envie de vous poser à ce moment-là... Donc ça pourrait être pareil pour toute l'humanité. Oui, bah oui. Et puis de se dire, par exemple, si on prend votre cas et le cas des vies antérieures que vous avez vécues au Moyen-Âge, etc., où tout était beaucoup plus dur, où on avait du mal à se nourrir, où on mourait jeune, où il y avait des maladies... mais il ne se plaignait pas parce qu'il n'avait pas de comparatif. C'est-à-dire que ça nous paraît choquant, le Moyen-Âge, parce qu'on compare à notre monde de nos jours, où on se lave tous les jours, où on boit tous les jours, on mange tous les jours, et on est protégé de la chaleur, du froid, de tout. Mais à l'époque, pour eux, tout ça était normal et c'était confort. Hein. Ils ne se plaignaient pas. Hein. Non, il ne se plaignait pas. Alors, est-ce qu'il pouvait se dire, le Bernard Werber du XIIIe siècle, même s'il avait des conditions, en disant, peut-être qu'il se disait aussi, moi, j'ai la vie idéale, je suis croisé, je réalise quelque chose. Ou est-ce qu'il sentait quand même que ce n'était pas tout à fait... Moi, une de mes vies dont je me souviens, qui est vers 1200, de vos vies, hein? Ouais, de mes vies, de mes expériences perso, où j'étais archer anglais en 1200 en France durant les guerres, ce qu'on appelle la guerre de 100 ans. Je me rappelle, en mourant, ma grande hantise n'était pas d'ailleurs... La mort ne me faisait pas peur, premier élément, mais quand je me suis fait tuer par des brigands sur la route, mon hantise, c'était que je ne savais ni lire ni écrire. Je me suis dit, prochaine vie, il faut que j'apprenne à lire et à écrire. Parce que ça m'énervait, chaque fois que j'allais dans un endroit, il voyait des choses inscrites, il fallait que je trouve quelqu'un et que je lui demande, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me lire ce qu'il y a écrit là? Et je peux vous dire que c'est très pénible. C'est en ayant l'impression d'avoir vécu cette vie-là que j'ai pu voir, comme on a la chance de savoir, pour la plupart d'entre nous, lire et écrire. C'est un privilège. À une époque, c'était vraiment un grand privilège. C'était surtout les moines qui savaient lire et écrire et qui avaient accès aux livres. Parce que les livres, il faut voir qu'en 1200, c'était des trésors. Il n'y avait que les monastères qui avaient ça, ou des bibliothèques fermées. Des particuliers qui avaient des livres, c'était très rare. Oui. Bernard Werber, on pourrait parler des heures, mais je pense que il faut vraiment que nos auditeurs se plongent dans votre livre, donc votre dernier roman, La prophétie des abeilles, aux éditions Albin Michel. Et c'est une expérience de lecture vraiment formidable. Je ne sais pas si avec tout ce qu'on a raconté, on parle de réincarnation des abeilles, des Templiers, ça parle de quoi? Non, je ne sais pas quelle vision ils ont, mais ça parle de tout ça, quoi. Ça parle de tout ça et de beaucoup d'autres choses aussi. Et puis on viendra, j'allais dire vous applaudir, mais non, c'est pas tout à fait le cas. On viendra expérimenter avec vous une séance d'hypnose régressive, pour aller découvrir notre passé, mais notre passé sympathique.
sympathique. Hein. Voilà, je crois que les gens qui veulent s'inscrire, il faut aller sur les Trois Baudets, sur le site des Trois Baudets, ou alors chez moi sur bernardwerber.com. Mais sur les Trois Baudets, si vous faites Werber Théâtre des Trois Baudets, voilà. C'est une salle de 200 places. En général, elle est rapidement pleine, donc il faut pas s'y prendre trop tard. Mais je suis accompagné d'une harpiste qui s'appelle Franqueur, et donc en même temps que je fais une guidance par la voix, elle joue de la harpe, ce qui associe, c'est-à-dire on se retrouve dans une ambiance très douce, comme ça. Il y a certains qui parfois racontent des histoires extraordinaires, donc il y a en plus ce plaisir d'écouter les récits. Et c'est pas des acteurs que je paye, je sais jamais sur quoi ça va tomber. C'est les gens du public, et ils racontent parfois des choses étonnantes. Eh bien, on viendra explorer avec vous les arcanes du temps. Avec plaisir. Merci Bernard Werber. À bientôt. Merci à vous. C'était Pile Poule, une émission de Marc Wielinski, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.